Art et culture, espace et urbanisme, deux champs disciplinaires, deux mondes qui sont sujets à un métissage incarné aujourd'hui par le concept de créativité territoriale. On assiste à une explosion culturelle à travers la multiplicité de concepts, festivals, hors les murs, mais aussi des innovations et transgressions créatrices qui participent aux critiques et à la qualité de vie urbaine. La ville serait ainsi devenue le cadre privilégié des artistes pour s'exprimer. Cette dialectique entre la ville et l'artiste qu'on observe au quotidien provient pourtant d'un long héritage. L'architecture, la statuaire, la peinture, la poésie, le ludique, les arts de la scène, le cinéma, la musique se sont nourris de la ville et en ont construit l'imaginaire. Cependant, la relation art-urbanisme a évolué et apparaît sous de nouvelles formes. Les politiques culturelles, les acteurs impliqués, les dynamiques de mise en place et les métiers du territoire changent pour favoriser le vivre ensemble, cette urbanité nécessaire à la ville pour se développer. On peut comprendre la créativité territoriale de deux manières. Tout d'abord, comme un moteur de création de territoires, d'espaces différenciés, de nouveaux systèmes sociaux spatialisés par un processus de territorialisation. La création de ressentis, de sentiments d'appartenance à un territoire serait la somme des territorialités. Mais la créativité territoriale, c'est aussi l'expression d'artistes, l'esthétique d'un territoire qui pousse au questionnement des individus sur leur cadre de vie via la mise en art de l'espace public. On reconnaît trois types d'espaces publics différents mais étroitement liés. Les espaces publics physiques, ouverts à tous, qui permettent la libre circulation des personnes. Les espaces publics politiques, c'est-à-dire la diffusion et la libre circulation des idées. Et Internet, lieu de concrétisation de l'espace public politique et de sa conservation dans le temps. La mise en art de l'espace public participerait à la démocratisation de la culture. Dans les villes, on pourrait parler de la dimension sensible de l'urbanisme par l'art. Nous partons ainsi de l'hypothèse que la créativité participe à la construction des territorialités. Comment les politiques publiques associent rationalité et sensibilité ? Et comment le processus de création participe à l'inscription des territoires dans le temps long ? Pour répondre à ces questionnements, nous sommes partis de ce que signifiait l'art. L'art est un terme polysémique pouvant signifier aussi bien l'esthétique, le beau, ce qui suscite le sentiment, un moyen d'expression d'un artiste ou d'un collectif, ou encore un moyen d'interroger la société sur ses pratiques et ses représentations. Notre étude se développera suivant ces trois axes. Dans un premier temps, nous nous sommes intéressés à la place de l'esthétique et du sensible comme outil d'aménagement qui participerait à la construction de territorialité. Ensuite, dans un second temps, nous considérerons la ville comme espace public en tant que lieu d'expression des opinions politiques. Enfin, le dernier temps portera sur le questionnement produit par la créativité et le changement de regard suscité. L'homme est acteur de création. Performeur, il existe parce qu'il crée. Donc si on crée, on existe. Et donc si on crée ensemble, on existe ensemble. La création collective serait ainsi vecteur de société. L'humain entretient depuis les périodes les plus anciennes un rapport à l'art et au sensible. Les plus anciennes manifestations de ce lien remontent au Paléolithique. L'art est alors un moyen de communication. Cette relation s'est modifiée lors des périodes gréco-romaines où l'esthétique était assimilée au beau. Ceci transparaît dans les différentes productions artistiques, des décors d'amphores aux édifices minéens grecs et romains. L'art et l'esthétique sont une composante élémentaire de la culture antique. La période de la Renaissance a vu apparaître une imbrication entre l'urbanisme et les beaux-arts auxquels les aménageurs de l'époque étaient formés. L'esthétique n'est plus seulement une approche de la beauté. L'art est associé aux sciences et à la fabrique de la ville. À cette époque, ce sont les mécènes qui financent les constructions. Le privé prend le dessus sur le public dans l'aménagement de la cité. À partir du XVIIIe siècle, on voit apparaître les cabinets de curiosité et la mise en musée des œuvres. Ensuite, à partir du milieu du XIXe siècle, on remarque une rupture, une nouvelle vision de l'esthétique apparaît avec le capitalisme artiste.
Si le capitalisme détruit des emplois, défigure des paysages, pollue l'atmosphère, épuise des matières premières et brise parfois des individus, il est aussi le système qui produit et diffuse des biens esthétiques à très grande échelle. Le marché est aujourd'hui le vecteur central de l'esthétisation du monde. Cette dynamique a commencé de manière limitée avec l'apparition des grands magasins. C'est le design appliqué aux objets industriels, à la pub, au cinéma et à la musique. Il n'existe plus un seul objet qui ne soit objet de design. Cette promotion du paradigme esthétique est l'enfant du capitalisme de consommation. D'où cet oxymore hyper moderne, le capitalisme artiste. Le capitalisme artiste est ce système qui incorpore de manière systématique la dimension créative et imaginaire dans les secteurs de la consommation marchande. En s'appuyant sur l'exploitation commerciale des émotions, il combine le rationnel et l'intuitif. Dans ce cadre, qui voit se constituer des empires esthético-marchands, les territoires autrefois disjoints de l'art et de l'industrie, de la mode et de l'art, de l'avant-garde et du business, sont pris dans une dynamique d'hybridation. La société suresthétisée triomphe, mais l'harmonie dans nos vies est introuvable. Néanmoins, le commercial n'est pas forcément le contraire de la qualité. La modernité a investi victorieusement le règne de la quantité, mais celle-ci ne nous satisfait plus. L'hypermodernité doit relever le défi de la qualité. Il n'y a pas que l'économie qui s'est emparée de l'art et de l'esthétique. Les politiques ont fait de même. L'État a instauré des politiques culturelles à partir des années 50, en créant notamment le ministère de la Culture. Le rôle de l'État, c'est d'être un État qualiticien. L'État, il est devenu le responsable de la qualité. Donc il appose des labels de qualité, il les évalue, il les contrôle. Donc il est qualiticien. C'est pas un État animateur, c'est pas un État régulateur, c'est un État qualiticien. Ainsi, les politiques locales ont su trouver des intérêts particuliers à intégrer l'art et la culture comme vecteurs des valeurs autour d'un patrimoine commun. Pour autant, nous pouvons douter de l'efficacité de cette méthode qui ne permet pas de constituer des imaginaires collectifs nouveaux, issus de l'action collective ou création collective. C'est pourquoi, aujourd'hui, on observe de nouveaux phénomènes urbains, la mise en art de l'espace public ou la mise en espace public de l'art. L'idée de hors les murs, le fait de sortir l'art des musées, se développe et participe à la démocratisation de la culture. La mise en désir des territoires serait le nouvel objectif du marketing territorial qui n'hésite pas à brandir l'étiquette culturelle. On recherche des territorialités fortes, on n'hésite pas à considérer le territoire comme une marque à vendre. La question esthétique, comprise comme sensibilité, doit être placée au cœur du débat politique. C'est par l'expérience commune de ressenti que les individus font le mieux société. On le voit expressément lors d'événements, comme un concert ou lors de la projection d'un film. On se sent appartenir à quelque chose, faire corps, faire communauté à un moment et un endroit donné. Ces situations privilégiées peuvent être saisies comme le moteur de dynamiques sociales nouvelles. Dans la perspective situationniste, la multiplication d'événements artistiques, créatifs dans les espaces publics sont de bon augure dans un contexte de crise sociale, car ils permettent aux habitants de se sociabiliser autour de manifestations singulières et éphémères. D'un point de vue urbanistique, la prise en compte de la dimension sensible dans la construction des rapports humains redéfinit le rôle des experts dans le processus de création des villes. L'urbanisme fonctionnel, techniciste, montre aujourd'hui ses limites. Il ne suffit pas de planifier a priori le bâti pour qu'il fasse quartier, fasse cité, fasse territoire. L'urbanité naît des pratiques habitantes, des usages singuliers, a posteriori. Ainsi, une nouvelle forme d'urbanisme est en train de naître, s'attachant davantage au processus participatif de production des espaces publics qu'à leur forme matérielle finale, pérenne. Le métier d'urbaniste devient un métier relationnel qui vise à capter l'énergie créative des habitants. On voit apparaître de nouveaux acteurs dans la fabrique de la ville qui remettent les habitants au centre de leur quartier.
Le collectif ETC, actuellement constitué de 10 architectes, conçoit et construit l'espace public autour du principe du chantier ouvert au public. Chacun est invité à participer à ces chantiers, qui durent de quelques jours à quelques semaines. Les habitants peuvent alors participer à des ateliers de menuiserie, de jardinage ou encore de graphisme. Ils sont aussi invités à se retrouver autour d'événements conviviaux, comme des temps de débat public, un repas partagé, un spectacle. Pour le collectif ETC, le temps des travaux est donc indissociable de cette participation citoyenne, de cet aspect social auquel ils accordent une grande importance. Ce qui nous paraît intéressant, c'est le temps du chantier. C'est vraiment le moment où on construit les choses. On peut considérer qu'au lieu de mettre un budget éclaté sur un temps donné et faire une place qui va rester comme ça pendant les 20 prochaines années, peut-être que c'est peut-être pas la seule solution, mais qu'en revanche le budget, on peut l'éclater lui sur une vingtaine d'années. Et donc tu es sur des interventions qui sont beaucoup plus modestes, mais qui sont beaucoup plus récurrentes. C'est donc ce processus de chantier ouvert qui génère de la territorialité ou qui met en exergue une territorialité déjà existante. La finalité matérielle de la construction produite n'est plus l'objectif. Puis accorde lui aussi, dans certains de ses projets, davantage d'importance au processus mis en œuvre plutôt qu'à la finalité du projet. Terra Possibila, qui veut dire utopie contemporaine en bas de chez soi, est un projet de carte postale ultra locale qui a été mené dans les quartiers de l'agglomération grenobloise. Sur ces cartes postales, les habitants montrent ce qu'ils veulent de leur quartier et font passer un message de leur choix aux autres habitants, par une photo, mais aussi par un texte rédigé au dos de la carte. Une personne qui est là-bas qu'on appelle Mamie Barbie. On s'entend bien parce que moi je suis polie. Quand les jeunes me voient arriver avec un gros panier, ils m'ouvrent la porte. Il y en a qui ont peur ici quand ils rentrent le soir à 19h. Moi, personne ne me fait peur. Même pas mon ombre. Faut pas avoir peur les jeunes. Des fois on se parle. Bonjour les jeunes, ça va les jeunes? Des fois je les vois, je dis, alors ce soir vous jouez au poker, moi je joue, je vous gagne. Je trouve que c'est bien ce qu'ils font, au moins ça y est le quartier. Pourquoi c'est tout triste là? Je m'en fous qu'ils soient dans le hall, ils ont rien fait de mal. Ces cartes ont ensuite été mises en vente dans les bureaux de tabac ou distribuées aux habitants. La finalité de ce projet, la carte, est ici un prétexte pour inciter au dialogue et pour consolider les liens entre les habitants. Grâce à cette initiative, le sentiment d'appartenance au quartier grandit et la territorialité est renforcée. Dans cette même idée de processus participatif, on met en place des ateliers expérimentaux de cartographie, par exemple avec des demandeurs d'asile. Dans ces ateliers, les demandeurs d'asile racontent leur vécu en créant des cartes qui représentent le trajet qu'ils ont parcouru pour arriver en France. On peut ici parler de cartographie figurative, c'est-à-dire de cartes représentatives d'un message qui n'est pas objectif, mais qui véhicule un vécu du territoire. Ces ateliers de cartographie permettent de matérialiser d'autres territorialités que celles des autochtones. J'avais envie que ce soit eux qui représentent, et plutôt qui figurent, leur voyage, qu'ils le figurent une fois arrivés à Grenoble, et que je me rende compte de quoi ils se souviennent, et surtout de quoi ils ont envie de parler. Ces cartes, ils ne m'ont sûrement ni tout dit, ni dit la vérité, ni dit une vérité. Elles disent quelque chose au moment où on s'est rencontrés. Elles revendiquent des droits également. La carte devient alors l'expression de territoire, par un processus qui est expérimental, donc empreint de créativité. Le processus créatif est donc ici primordial. La carte n'aurait pas autant de valeur et ne véhiculerait pas le même message sans cette procédure, sans cette implication des demandeurs d'asile. Au-delà de ces processus de création participatif, la territorialité peut aussi évoluer via des événements artistiques. Les moments où se tiennent ces événements constituent alors le processus générateur d'un changement de regard. Ainsi, la population va se regrouper dans le but commun d'assister à cet événement artistique, comme durant les zones artistiques temporaires de Montpellier. Il s'agit de spectacles et surprises urbaines dans l'espace public qui durent d'1 à 4 journées, 2 fois par an. Elles permettent de découvrir et redécouvrir la ville par le prisme de l'art et ainsi d'affirmer une territorialité via l'expérience artistique. Alors, d'abord il reste des souvenirs, c'est pas rien, des souvenirs très forts. Moi je cherche, si vous voulez, des projets qui ont un impact politique immédiat et puissant, comme L'homme en lévitation avec sa main, comme les danseurs de Willy Dorner dans les interstices. Je cherche ce genre de projet, des images qui touchent tout le monde et en profondeur, qui ne suppose pas nécessairement qu'on ait des codes culturels
Voilà, parfois oui, mais la plupart du temps non. Et donc, il reste des souvenirs très forts. Il reste des photos, des films. On fait beaucoup de films et de photos sur Facebook, sur le site de la ZAD. Les films et les photos que les gens font eux-mêmes et ce que les gens racontent. Ça, ce sont des traces et c'est très important. Ces traces, elles existent, même s'il n'y a pas... comment dire, c'est un événement. Hein, donc la manifestation, elle disparaît et on ne laisse pas de traces physiques, ou très rarement. Mais voilà, ces traces, elles font la mémoire de la ville, une mémoire collective. Elles nourrissent l'imaginaire de la ville aussi. Et donc voilà, on crée des images et on suscite des usages aussi. Donc ce qui reste également, c'est que les gens se réapproprient leur ville autrement. Elles peuvent aussi bousculer les clichés, les préjugés sur certains quartiers et ainsi changer l'image dont souffrent certains territoires. Au-delà de son processus de création, tout projet a une finalité. Nous allons maintenant nous intéresser aux situations où cette facette du projet, la finalité, compte davantage que le processus. Dans ces cas-là, contrairement aux exemples précédents, le processus de création relève d'un jeu d'acteurs auquel les habitants ne participent pas, ou très peu. Ce qui est mis en avant, c'est ce qui est communiqué au public. C'est la finalité du projet, ce qu'il sera une fois mis en place. Cette finalité s'exprime dans ce cas de manière matérielle. Ainsi, un monument à l'architecture remarquable, un bâtiment original ou une structure artistique peuvent constituer un emblème, un symbole commun à tous les habitants d'une ville ou d'un quartier. Le sentiment d'appartenance à ce territoire se voit alors conforté grâce à cette référence commune entre tous les habitants. Nous sommes dans le quartier Bouchaillé-Vialet pour parler cette fois de la territorialité à l'échelle d'un quartier. L'association Mixlab a la volonté de donner une nouvelle identité à ce quartier. Une identité artistique et culturelle grâce à la présence de 3 salles de concert, l'Ampérage, la Belle Électrique et le Dracart, et d'un centre d'art contemporain, le Magasin. Donc c'est au tout début du quartier Bouchaillé-Vialet, donc quartier qui était une immense friche industrielle, entièrement en restauration en ce moment. Et la volonté de ce bâtiment construit par la ville, c'est que ce soit l'agora, la place du village. En l'occurrence, le dessin de cet équipement va bien dans ce sens-là. Une étoile à 5 branches qui est pensée comme étant le lieu de croisement, de circulation d'un public noctambule bien sûr, mais également un public diurne, d'où l'importance d'avoir un restaurant et un lieu de circulation. Grâce à ces infrastructures, le quartier Bouchaillé-Vialet devrait devenir le quartier grenoblois de l'art et de la culture. Comme on l'a vu, il y a différentes modalités d'approche de l'art dans l'urbain. D'une part, les villes en compétition recherchent une visibilité internationale en faisant appel notamment à des architectes et en mettant en place des politiques d'image de marque. Ce que je vais vous dire par là, on va en discuter, c'est que l'effet Bilbao, c'est un modèle de développement urbain. On va poser sur un waterfront un musée dont on imagine qu'il est le moteur d'une qualification plus globale. Un usage récréatif, ludique, culturel d'un espace autrefois dévolu l'activité économique. Aujourd'hui, c'est des territoires où l'on se balade avec des poussettes, où on a des événements culturels. On redonne l'eau à des territoires qui l'avaient nié jusque-là, un peu comme Grenoble. C'est fort comme geste. Ça en dit long sur la société dans laquelle on vit, une société qui positionne la récréation et la monstration de la création au moins au même rang que le travail. D'autre part, des réactivations d'espaces sont opérées selon une logique qui recherche davantage à intégrer les locaux. Quelle est la pertinence de ces deux façons de faire ? La muséification, l'estiquette culturelle provoque des retombées économiques et en termes d'attraction,
Mais sait-elle s'inscrire dans l'identité des lieux? Y a-t-il un risque de déconnexion des habitants avec ce processus? En parallèle, le réenchantement localisé d'espaces, intégrant des collectifs, peut provoquer une reconnexion des habitants à certains lieux et à des pratiques culturelles. En revanche, il faut s'interroger sur les temporalités à l'œuvre. Comment expliquer l'émergence de l'éphémère dans les processus de diffusion de la culture et plus largement dans la fabrique de la ville? Le réinvestissement temporaire par l'art semblerait donner un rythme à la ville et inviterait les locaux à prendre part régulièrement aux manifestations qui encouragent à explorer des espaces et des pratiques nouvelles. Considérant l'émergence de l'art et de la culture dans l'espace urbain, on postule que cette dynamique répond à une demande des populations, mais aussi à un impératif de rendre attractif un territoire par ses politiques. Ainsi, la ville serait rendue plus désirable par l'animation et l'événementiel. L'art est-il un moyen de se réapproprier son histoire et d'y porter un autre regard? L'art permet-il de développer un sentiment d'appartenance territoriale pour les citadins? La question des acteurs se pose aussi. Qui sont les acteurs les plus légitimes pour œuvrer à l'art dans l'urbain? Des plasticiens contemporains internationaux ou plutôt des populations locales insérées dans les territoires? L'art devient de plus en plus universel, dans un contexte d'uniformisation des cultures face à la mondialisation. Redonner le pouvoir de création aux habitants, serait-ce une manière de reterritorialiser l'art? L'art qui investit la ville met en exergue un dépassement de la ville techniciste vers une approche plus sensible. Au vu des crises de nos systèmes de valeurs, la culture peut-elle redonner sens et confiance à nos sociétés? Quelle place pour l'art dans la fabrique des territoires de demain? Le storytelling, la romantisation de l'action publique concourt-il à un processus de réenchantement du territoire? Nos sociétés sont en constante mutation, ainsi les cultures évoluent. Puisque les pratiques et les usages changent, il conviendrait de remettre l'humain au cœur de la fabrication citadine. On pourrait alors s'interroger sur le réenchantement des lieux abandonnés, comme les friches, ou au contraire, des places publiques à forte fréquentation. Nous avons vu qu'il existait une approche de la ville qui est plus sensible, plus esthétique. Même si le rapport ville-culture n'est pas nouveau, on peut remarquer qu'il est davantage remis en valeur dans la fabrique urbaine contemporaine, en opposition à la période techniciste du XXe siècle. C'est comme si on avait développé la ville, mais vide d'urbanité, de sensible. Pour remédier à cette vision fade de la ville, on voit bien qu'aujourd'hui, tout est esthétique, on essaye de mettre du beau dans la ville. Le capitalisme artiste a réussi à globaliser l'esthétisation. Ensuite, nous avons analysé cette problématique sous l'angle de l'expression. Nous avons vu que l'intervention d'artistes pouvait repousser les limites imposées au métier du territoire. Les acteurs leur laissent plus de souplesse en comparaison à des prestations de techniciens ou d'ingénieurs. De plus, l'éphémère et le monulable sont une manière intéressante d'expérimenter des dispositifs, mais aussi de les légitimer face aux élus. Aussi, nous nous sommes rendus compte de l'importance de l'implication des habitants et usagers pour créer ce lien social et ainsi faire cité, car c'est finalement ce type de processus qui permet d'exprimer des territorialités. Comme c'est sur mon chemin, j'en profite pour regarder un peu, pour voir les bonnes idées que ça peut produire. Et là, bon, je trouve que c'est bien parce qu'on trouve des sièges modulables, des endroits où on peut se reposer. Néanmoins, il arrive que des projets ex nihilo, qui ne jouent pas spécialement sur le patrimoine présent, alimentent aussi l'innovation territoriale, notamment la starchitecture avec l'effet Bilbao. Enfin, la partie questionnement nous a rappelé l'intérêt de rendre l'art public au-delà d'enjoliver la ville. L'art permet de questionner des problèmes de la ville de manière parfois plus subtile et habile que pourrait être une politique publique standard. A contrario, la mondialisation amène de nouvelles formes d'art qui ne nécessitent pas de culture propre. Néanmoins, aujourd'hui nous pouvons considérer que c'est un sujet en pleine émergence.
Il faut bien se rendre compte que les acteurs tendent à se réapproprier cette problématique. Quel est l'impact local et social de l'effet Bilbao? Le storytelling va-t-il plus loin que la rhétorique? Les processus participatifs ne sont-ils pas une rustine sociale pour éviter l'explosion? Mais quelle est l'éthique de telles actions? Ne serait-ce pas finalement de la poudre aux yeux? Comme pour mieux endormir, mieux cacher les vrais problèmes? Ou au contraire, est-ce la solution du faire citer de demain? Est-ce une pratique qui est destinée à rester marginale ou serait-ce là la future norme? Il faut donc bien garder de toute utilisation de l'art et de la créativité une vision critique, comme un re-questionnement du territoire, pour éviter l'effet de pansement social.